L'enveloppe était lourde, du genre conçu pour impressionner, embossée de dorure avec un sceau en cire, comme si un décret royal avait été émis. J'ai presque ri. Bien sûr que le dîner de fiançailles de Lawton serait annoncé comme un couronnement. Je l'ai tenu quelques secondes avant de l'ouvrir, sachant déjà au fond de moi ce qu'elle dirait. À l'intérieur, sur un carton ivoire, une écriture élégante annonçait: Vous êtes cordialement invités à célébrer les fiançailles de Lawton Maddox et Cecily Prescott. L'adresse était écrite en plus petit, mais elle aurait tout aussi bien pu hurler « The Belvedere ». Mon restaurant. Pendant un long moment, je suis restée là à la fixer. L'ironie avait des griffes. 5 ans de silence, 5 ans de cartes de vœux vagues et de textos d'anniversaire expédiés, et maintenant, parmi tous les établissements gastronomiques de Charleston, ma famille avait choisi le mien sans savoir que je l'avais construit de mes propres mains. La solution la plus facile aurait été d'ignorer l'invitation, de la jeter à la poubelle, comme il l'avait fait avec mes rêves. Mais quelque chose en moi a marqué un temps d'arrêt. J'ai repensé à la jeune femme que j'étais le jour où j'ai quitté leur monde, 25 ans, fatiguée de faire semblant, avec pour seul bagage une petite valise et une voix que personne ne voulait entendre. Il m'avait traité d'irresponsable, d'ingrate. Ma mère, Blythe, avait agrippé son collier de perles comme si j'avais proposé de braquer une banque, alors que je parlais simplement d'intégrer une école de cuisine. Mon père, lui, n'avait rien dit, il avait juste versé un autre verre. Lawton n'avait même pas levé les yeux de son téléphone. Et maintenant, il dînait sous mon toit, buvant dans des verres que j'avais choisis, s'apprêtant à goûter une cuisine façonnée par des mains qu'ils avaient un jour jugées, pas faites pour le travail. J'ai passé une dernière fois mes doigts sur l'invitation, puis je l'ai déposée à côté de mon rouleau de couteau. Ce n'était pas une question de revanche. Ni de fierté. C'était une question de présence. J'avais gagné le droit d'être dans cette pièce, qu'il le sache ou non. J'ai ouvert mon placard et attrapé la robe noire, simple, élégante, celle qui disait: Je ne suis pas là pour vous impressionner, je suis là parce que je n'en ai plus besoin. Le tissu était solide contre ma peau lorsque j'ai remonté la fermeture éclair. Le miroir reflétait une femme qu'il ne reconnaîtrait pas et c'était exactement le but. J'ai poussé la porte et me suis dirigée vers le Belvedere. Savannah ne vous laissait jamais oublier qui vous étiez censé être. Dans notre quartier, l'héritage comptait plus que le cœur. Les garden parties étaient des champs de bataille en soie et en cersucaire, et mes parents, Kenneth et Blythe Maddox, portaient leur lignée comme une armure. Le blason familial trônait dans le hall d'entrée comme un avertissement, la tradition avant tout. Les sentiments après. Lawton jouait ce rôle à la perfection. Il était né avec la mâchoire des Maddox, la poignée de main du politicien et un CV taillé pour les brochures de l'Ivy League. Marin, toujours un pas derrière mais tout aussi impeccable, maîtrisait l'art du charme et de la cruauté polie. À 13 ans, ils se déplaçaient dans le monde comme s'ils en étaient propriétaires et à Savannah, ce n'était pas loin d'être vrai. Moi, je n'ai jamais vraiment su où me situer. Je n'étais pas rebelle, pas du genre à crier ou claquer les portes. Je me contentais de me faufiler vers la cuisine quand personne ne regardait. Inné y régnait comme dans une cathédrale, calme, respectueuse, chaque chose à sa place. Elle n'était pas de la famille par le sang, mais dans cette maison, elle était la seule à vraiment me voir. Un jour, à 10 ans, elle m'a laissé émincer des oignons à ses côtés. J'ai pleuré à chaque coup de couteau, mais Inné ne m'a jamais dit d'arrêter. T'as des mains stables, ma petite, elle m'avait dit. Le genre de main qui rassure les gens quand tu cuisines. J'ai commencé à cacher des livres de cuisine sous mon oreiller, à regarder en boucle les rediffusions de concours culinaires comme d'autres écoutaient des contes avant de dormir. Ma mère m'a trouvé un soir en train de pocher des choux pâtissiers à minuit. Elle ne m'a pas demandé où j'avais appris ça. Elle s'est contentée de dire: Les Maddox engagent des chefs, ils n'en deviennent pas. À 21 ans, j'ai compris que je devais partir. Le poids de leurs attentes étouffait chaque parcelle de vie en moi. J'ai rempli un sac de sport, retiré les derniers $2000 de mon compte étudiant et laissé un mot sur le bureau en acajou de mon père. Il disait simplement: Je vous aime, mais je ne peux plus être cette version de moi. Ils ne m'ont pas couru après. Pas une seule fois. 5 ans plus tard, je me tenais devant le Belvedere avec des mains sûres et le cœur plein. Mon nom n'était pas sur l'enseigne, mais mes empreintes étaient sur chaque centimètre de cet endroit. Je suis entrée et me suis laissée guider par le parfum familier du romarin poêlé et du beurre noisette jusqu'à la table où les Maddox étaient déjà installés. Le maître d'hôtel m'accueillit d'un léger hochement de tête, un signe discret de reconnaissance. Il ne dit rien de plus, se contentant de me désigner la salle principale avec la même élégance professionnelle qu'il réservait à chaque client. C'était exactement ce dont j'avais besoin ce soir. Je n'étais pas chef Maddox, j'étais Elara,
l'enfant du milieu, celle qui n'avait plus rien à prouver et personne à impressionner. Bien sûr, ils avaient pris la meilleure table en plein centre de la salle, sous le lustre en verre soufflé que j'avais fait réaliser par un artisan local. Marin était assise, le dos parfaitement droit, ses boucles d'oreilles plus bruyantes que sa voix. Lawton leva brièvement les yeux de son téléphone, puis se replongea aussitôt dans son écran. Mes parents étaient déjà en pleine conversation, sans doute à propos des rénovations du country club ou du malheureux second divorce de quelqu'un. « Lara », dit ma mère en se levant à moitié, m'offrant une bise dans l'air parfaitement calculé. « Tu es venue. »« Ça aurait été dommage de rater ton premier dîner de fiançailles, » répondis-je en prenant la seule chaise libre. « Techniquement, c'est le deuxième, » intervint Marin avec un sourire mielleux. « Mais qui compte, n'est-ce pas ? » Mon père me servit un verre de vin sans même me demander un cabernet, qui ne s'accordait pas du tout avec l'entrée, mais je ne dis rien. Le regard de Marin glissa sur ma robe. « Tu as l'air confortable. » « Elle a toujours eu un style plus minimaliste, » répondit ma mère en pliant sa serviette. « Même enfant. Tu te souviens de cette affreuse période velours côtelé ?» Ils rirent poliment, comme si je n'étais pas assise juste là. Céleste, l'une de nos serveuses les plus expérimentées, s'approcha de la table avec l'amuse-bouche. Son regard croisa le mien une fraction de seconde avant qu'elle ne dépose devant chacun cette bouchée délicate, pastèque compressée, ail noir fermenté et un micro-pouce unique. Aucun d'eux ne savait que j'avais mis 3 mois à perfectionner cette bouchée. « Oh, que c'est, charmant !» marmonna mon père. « Ça s'appelle un amuse-bouche », répondis-je calmement. « Je sais comment ça s'appelle », lança Marin d'un ton sec. Je ne m'attendais juste pas à quelque chose d'aussi conceptuel. « Tu sais, Lara, tu as toujours eu ce côté un peu artiste. »« Jamais vraiment pratique. »« L'est toujours pas marié ?» ajouta ma mère sur un ton léger, comme s'il s'agissait d'une simple remarque et non d'un jugement. Lawton resta silencieux, mais sa fiancée, Cécilie, m'adressa un petit sourire de la pitié ou de la politesse, je n'aurais su le dire. Au moment où l'on débarrassa pour le plat suivant, José passa derrière moi avec les accords mets et vins. Il ne dit pas un mot, mais la façon dont il leva la bouteille, notre chardonnay de réserve était sa manière à lui de me saluer discrètement. Je gardais les yeux fixés sur la table, les mains bien ancrées sur le linge, tandis qu'il décortiquait ma vie bouchée après bouchée, sans jamais goûter à la vérité. Je repensais à ces soirées où je rentrais chez moi si épuisée que mes bras tremblaient en insérant la clé dans la serrure. À l'époque, chez moi, c'était une chambre au sous-sol d'une maison de plain-pied en ruine que je partageais avec 3 autres femmes et probablement plus de cafards que d'êtres humains. Les murs suintaient en été, gelaient en hiver, et la cuisinière cliquetait de façon inquiétante même lorsqu'elle était éteinte. Mais il y avait une serrure, et une fenêtre qui attrapait la lumière du matin. J'appelais ça du luxe. Durant ces premières années, j'acceptais tous les postes qu'on voulait bien me donner, commis de cuisine dans un bistrot de 5h à midi, cuisinière en brigade dans un resto du centre de 13h à 22h, et les week-ends dans une boulangerie où je me brûlais si souvent le même endroit sur le poignet que la peau avait fini par ne plus cicatriser. Je gardais toujours un carnet dans la poche de mon tablier, le remplissant de ratios de sauces, de combinaisons d'épices, et de choses que les chefs murmuraient mais n'expliquaient jamais. La chef Yvette Lyon a tout changé. Elle m'a embauchée comme assistante de cuisine pour l'un de ses dîners éphémères à la Nouvelle-Orléans. Je pensais qu'elle m'oublierait. Mais 3 semaines plus tard, elle me rappelait. « Ton travail au couteau est brouillon », m'avait-elle lancé en guise de bienvenue. « Mais tes instincts. J'aimerais voir s'ils peuvent être aiguisés. » J'ai travaillé pour elle près de 2 ans. Elle m'a appris la discipline sans la cruauté, l'élégance sans l'ego. On ne court pas après les applaudissements, disait-elle. On crée le silence. Quand les clients faisaient une pause entre 2 bouchées, ce souffle suspendu, ce moment de révérence, c'était ça, l'applaudissement qui comptait. C'est lors de l'un de ces événements caritatifs que j'ai rencontré James Warren. Il a goûté mon risotto aux petits pois et a demandé qui l'avait préparé. Je pensais que c'était juste un client de plus en quête de compliments. Mais non, c'était un investisseur, un capital risqueur avec un faible pour la cuisine capable de lui faire ressentir quelque chose. « Tu as déjà pensé à ouvrir ton propre restaurant ?» m'a-t-il demandé. « Tous les jours », ai-je répondu avec un sourire. Et à partir de là, j'ai cessé d'attendre qu'on m'en donne la permission. 6 mois plus tard, le Belvedere ouvrait ses portes dans le quartier historique de Charleston. Le lieu était autrefois un bar de jazz en faillite, que j'avais entièrement vidé. J'avais choisi chaque détail, les carreaux, le poids du linge, la courbure de chaque chaise. Et j'avais soigneusement gardé mon nom en dehors de chaque article, de chaque portrait non par honte, mais parce que je voulais que la cuisine parle d'elle-même.
À présent, j'observais Marin trifouiller et examiner le plat suivant, des pâtes roulées à la main avec pancetta et menthe, en soupirant bruyamment, de façon dramatique. « C'est ça ?» demanda-t-elle, en le poussant comme si le plat lui avait personnellement fait du tort. Mon père plissa les yeux devant la carte des vins. « Aucun millésime que je connaisse », marmonna-t-il, comme si sa désapprobation lui conférait un certain pouvoir. Je ne dis rien. Pas encore. Mon silence n'était plus de la faiblesse, c'était de l'observation. Laissez-les se dévoiler, pensais-je, avant que je leur montre ce que je suis devenu. La voix de Marin fendit à nouveau le silence alors qu'elle attrapait son verre, déjà manifestement ennuyée. Honnêtement, Elara, je ne comprends pas comment tu fais pour manger dans des endroits comme ça avec un salaire de cuisinière. Le troisième plat venait tout juste d'être desservi lorsque Marin se pencha, le menton délicatement posé sur le dos de sa main manucurée, et lança. Sérieusement, Elara. Tu peux vraiment te permettre un endroit comme celui-ci ? C'était tombé doucement, comme beaucoup de ses pics, mais la morsure fut instantanée. Je regardai la table. Ma mère fit semblant d'ajuster sa serviette. Mon père sirotait son vin comme si cela ne le concernait pas. Lawton ne dit rien. Cécilie, elle, semblait vaguement horrifiée, signe qu'elle avait encore un peu de compassion. Je me débrouille, répondis-je calmement. Lawton esquissa un sourire en coin. Alors, c'est quoi le secret ? Tu vis à crédit ? Ou tu sors avec quelqu'un qui a un compte bien garni ? Je le fixai sans ciller, puis pris une lente gorgée d'eau. Je ne sors avec personne. Il haussa un sourcil. Alors comment tu fais pour te payer un repas comme ça ? Ce n'est pas exactement. Olive Garden. L'atmosphère devint plus lourde. Même Céleste s'arrêta un instant en passant, comprenant juste assez pour se raidir avant de reprendre sa route. Je levai les yeux vers Marcus, qui se tenait discrètement près de la station de service. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Pas encore, pensai-je. Laissez-les continuer. Enfin, c'est pas grave, ajouta Marin en levant son verre. On peut toujours partager ta part si ça t'aide. Ce ne serait pas la première fois qu'on doit te sauver la mise. Me sauver. Quelle blague. Me sauver de quoi ? D'une vie que j'ai réellement choisie ? Lawton sortit son portefeuille juste au moment où Marcus s'approchait avec le porte-addition en cuir noir. S'il vous plaît, dit-il avec un sourire satisfait, laissez-moi payer cette fois. Considérez ça comme mon cadeau à la famille. Mon père fit la petite comédie attendue, main à moitié levée, un faux, non, non, je ne peux pas accepter, tout en se calant dans son fauteuil. Lawton ouvrit l'addition, et se figea. Je regardai la couleur de son visage passer de l'arrogance à la confusion. Attends, c'est pas possible, marmonna-t-il. Quoi ? demanda mon père. Il n'y a que le vin sur la note. Aucun plat. Ça doit être une erreur. Marcus s'avança, parfaitement calme et posé. Y a-t-il un problème, monsieur ? Oui, répondit Lawton en tapotant le papier. Vous n'avez pas facturé le repas. Marcus me jeta un regard. Je lui adressai un léger hochement de tête. Il n'y a aucune erreur, répondit-il en se tournant de nouveau vers Lawton. La partie repas a été prise en charge par la chef Maddox. Pendant un instant, l'information ne fit pas tilt. Puis mon père cligna des yeux. Chef Maddox ? Marcus esquissa un sourire discret et se tourna vers moi. Votre table habituelle est prête pour votre réunion avec les investisseurs, chef. Souhaitez-vous que je les accompagne quand vous serez prête ? Le silence se répandit sur la table comme un brouillard dense. Je reposai mon verre et les regardai, un à un, enfin, droit dans les yeux. Oui, dis-je calmement. Merci de clôturer l'addition des boissons. Le reste est offert. Personne ne dit un mot. Pas tout de suite. Marin me fixait comme si j'avais soudainement parlé une langue étrangère. Lawton regardait alternativement Marcus et moi, comme s'il avait raté un signal essentiel. Mon père était figé, le verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Et la main de ma mère s'était instinctivement portée à son collier, ses doigts agrippant les perles comme à une bouée de sauvetage. « Tu es la propriétaire de cet endroit ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « Oui » répondis-je simplement. « Je suis la chef exécutive et l'unique propriétaire du Belweder. » « Mais, cet endroit a été présenté dans Bon Appétit, dit lentement mon père, et dans le Times. » J'acquiesçai. « L'an dernier. 4 étoiles. »« Tu travailles ici ?» tenta Lawton, comme si ça pouvait atténuer le choc. « Non. Je l'ai construit. »
Et il ne savait tout simplement pas quoi faire de ça. Ma mère cligna des yeux à plusieurs reprises, forçant son expression à ressembler vaguement à de la fierté. Les biens, dit-elle, si tu nous l'avais dit plus tôt, on aurait pu fêter ça. On a toujours cru en ton potentiel. Je souris, sans chaleur. Non. Vous croyez au contrôle. Vous croyez à l'image. Vous croyez à ce qui faisait sens pour vous. Mais vous n'avez jamais cru en moi, pas quand j'en avais besoin. Cécilie eut au moins la décence de baisser les yeux. Lawton, lui, se tortilla, mal à l'aise. Je suis partie parce que je ne pouvais plus me réduire à une version de moi-même qui rentrait dans votre monde, poursuivis-je. Et je suis restée silencieuse parce que j'avais besoin de voir quel genre de personne vous étiez, quand je ne jouais plus un rôle devant vous. Marin ricana. Donc c'était quoi? Un genre de test? Un piège pour nous humilier? Non, répondis-je. C'était un miroir. Son visage vira au rouge. C'est manipulateur. Je la regardai, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus proche de la pitié. J'avais besoin de savoir comment vous me traiteriez, si vous pensiez que je n'avais rien. Et maintenant, je sais. Un souvenir me traversa l'esprit, la chef Évette me glissant un post-it dans la paume avec le nom de son boucher. Les bons mentors ne t'apprennent pas juste à couper, avait-elle dit. Ils t'apprennent aussi quand il faut partir. Un autre souvenir, James Warren, me serrant la main devant un ancien bar de jazz réaménagé, sa voix grave. Fais le tien. Chaque centimètre. Et le tout premier article, une photo de ma main tenant une tartelette aux figues dressée avec soin, sans visage, juste la légende. Une nouvelle voix dans la cuisine du Sud, elle ne parle pas, elle écoute avec ses saveurs. Et tant d'autres, mon tout premier programme de mentorat pour jeunes chefs. Le livre de cuisine que j'étais presque en train de terminer. Les premières esquisses d'un second établissement dont je n'avais encore parlé à personne. Tout cela m'appartenait. Mais pourquoi nous l'avoir caché, demanda encore ma mère, sa voix glissant dans ce ton doux, sucré et typiquement sudiste qu'elle réservait aux interviews et aux crises familiales. Tu as raison, soufflai-je. Vous êtes ma famille. Et si vous m'aviez montré ne serait-ce qu'une once de respect, quand vous pensiez que j'étais en difficulté, cette soirée aurait été très différente. Marcus revint discrètement, déposant un petit mot devant moi, un rappel que les investisseurs étaient arrivés plus tôt que prévu. Je le pliai, puis me levai de ma chaise. Excusez-moi. J'ai un établissement à faire tourner. Ils ne partirent pas tous en même temps. La table resta plongée dans un silence gêné jusqu'à ce que quelqu'un, ma mère, je crois, attrape son sac à main en disant d'un ton bien trop enjoué. Les biens, quelle surprise, n'est-ce pas? Lawton se leva et s'éclaircit la gorge. Et Lara, dit-il doucement, pour ce que ça vaut, cet endroit, c'est incroyable. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Sa voix ne tremblait pas, et pour la première fois de la soirée, il me regarda sans calcul. Merci, répondis-je. Et je le pensais sincèrement. Ma mère s'avança ensuite, reprenant son ton de représentation. On devrait faire un brunch. Quelque chose de simple, juste en famille, pour rattraper le temps perdu maintenant que tout est sur la table. Je haussai un sourcil. Un brunch au club, peut-être? Proposa-t-elle. Ou là où tu préfères, bien sûr. Cécilie me sourit doucement. J'aimerais beaucoup, honnêtement. Puis Lawton s'éclaircit de nouveau la gorge, visiblement impatient de regagner un semblant d'autorité. L'écoute, je me suis peut-être montré un peu dur tout à l'heure, commença-t-il, mais cet endroit, ce que tu as construit, c'est du sérieux. Et si jamais tu envisages de t'agrandir, je connais du monde. On pourrait parler capital, modèle de franchise. Ce restaurant, le coupé-jeu, n'est pas ton tremplin social. Il cligna des yeux. Ma mère serra les lèvres. Personne ne contesta. Je laissai le silence s'étirer juste assez longtemps pour que le message s'imprime avant d'ajouter. Mais je serais ravie d'accueillir le dîner de répétition. En guise de cadeau. Marin, qui n'avait pas prononcé un mot depuis la révélation, releva la tête, surprise. Tu ferais ça? Tu restes ma sœur, dis-je. Et cet endroit a du sens pour moi. Si je l'offre, c'est selon mes termes, pas parce que je cherche à me faire aimer. Elle hocha légèrement la tête. Merci. Le personnel avait déjà commencé à réorganiser la salle pendant qu'ils quittaient les lieux, leur au revoir poli mais pressé. Quand la porte se referma derrière le dernier d'entre eux, je me glissai dans mon bureau à l'arrière et sortis mon carnet, celui que j'utilisais pour rédiger mon manuscrit de livre de cuisine. La nourriture a toujours été la seule langue en laquelle j'avais confiance, écrivis-je.
Pas pour obtenir l'approbation, mais pour obtenir de la clarté. Pour dire la vérité. Pour retrouver un foyer quand le foyer n'était plus sûr. Le stylo glissait plus facilement maintenant. Les mots ne faisaient plus mal comme avant. Ils avaient un goût limpide. Ils m'appartenaient. Je refermai le carnet juste au moment où Marcus frappa doucement à la porte. 2 semaines plus tard, je l'ai retrouvé pour un brunch. Pas au club, pas dans un bistrot chic aux nappes blanches et aux mimosas à volonté, mais chez Almaes, un petit resto tenu par une chef, coincé entre une laverie automatique et un salon de tatouage, où le café était fort et les biscuits pouvaient vous arracher des larmes. Nous étions assis sur des chaises dépareillées autour d'une table légèrement bancale, la lumière du soleil filtrant à travers des stores écaillés. Ma mère fronça d'abord le nez, mais après une bouchée de hache de patates douces, elle ne dit plus un mot. Lawton me demanda des nouvelles de mon livre de cuisine. Cécilie me demanda si elle pouvait le précommander. Marin, étonnamment, se contenta d'écouter. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus calme, plus simple. Il n'essayait plus de me réparer, et moi, je ne jouais plus un rôle. Pour la première fois depuis des années, ça ne ressemblait plus à un test. Cet après-midi-là, je retournai au Bellwether et retrouvai le groupe de mentorat 8 jeunes chefs en formation, aux yeux grands ouverts et à la volonté têtue, qui me rappelait moi-même avant les coups et les brûlures. Nous avons fileté des poissons, goûté des sauces, parlé du sel comme d'autres parlent de poésie. Zoé, l'une des plus jeunes, réussit sa hollandaise du premier coup. Quand je le lui dis, son visage s'illumina comme si je venais de lui remettre les clés de son avenir. Peut-être qu'en un sens, c'était le cas. Plus tard ce soir-là, je trouvai un texto de Marin. Besoin d'un conseil. Pas de blabla. Que ferais-tu si le traiteur de ta bridal shower annulait la veille? Je souris et répondis. Appelle ta sœur. Elle connaît quelqu'un. Puis j'ouvris mon carnet à la dernière page du manuscrit. La dernière phrase m'échappait depuis des semaines, mais cette fois, elle vint sans effort. Ce ne sont pas juste des recettes. C'est la preuve qu'on peut se nourrir avec dignité, même quand le monde vous en prive. Je refermai le journal, traversai une dernière fois le restaurant, et éteignis les lumières. La pièce retomba dans le calme derrière moi, pleine de tout ce que j'avais construit, à mes conditions, à mon rythme. Et pour la première fois depuis très longtemps, je rentrai chez moi sans plus rien avoir à prouver.